suite, je vous propose d'analyser le discours de Donald Trump hier au Capitole pour s'en entrer en fonction. Retour à l'âge d'or, optimisme ou rupture. Que valent les décrets qu'il a signés? L'Amérique est-elle si forte qu'il le dit? On en parle avec l'invité de la matinale tout de suite. Anne-Elisabeth Moutet, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, éditorialiste et écrivain, spécialiste des États-Unis et du monde anglo-saxon. Vous avez été correspondante aux États-Unis. Alors, vous avez entendu, comme nous, ou comme certains de nos auditeurs, des discours de passation de pouvoir à Washington depuis de nombreuses années. Quelle est la particularité de celui qu'a prononcé Donald Trump hier, selon votre expérience? C'est un discours programmatique. C'est-à-dire que Trump dit oui, quand j'ai fait campagne sur tel sujet, sur la fin de net zéro, sur la fin du woke, j'y croyais sincèrement. Et le message évident, c'est que il a cette espèce de situation extraordinaire. C'est que la deuxième fois que ça arrive dans l'histoire des États-Unis, où il a été président pour un seul mandat, il a perdu en 2020, il est revenu, ça c'est quelque chose d'absolument fabuleux, et il a tout à fait la conscience qu'il faut que ça aille très vite. Il sait ce que c'est que le temps politique, il le savait pas la première fois. Et donc, il a tout mis sur la table, il a fait une campagne qui est une campagne extraordinairement construite, très organisée, c'était pensé, il y avait une directrice de campagne qui est maintenant la secrétaire générale de la Maison Blanche, Susie Wiles, qui a vraiment totalement organisé ça. C'est une femme qui a travaillé pour un certain nombre d'hommes politiques en Floride. Si on veut la définir dans des termes français, c'est quelqu'un qui est un mélange de Charles Pasqua et de Marie-France Garot. Donc, il a l'organisationnel. Il sait que l'organisationnel est important parce que on va être désagréable. On va dire que la Maison Blanche de 2016-2020 c'était une pétaudière et il n'est pas question que ce soit comme ça maintenant. Il sait aussi, parce qu'il l'a vécu et qu'il a eu le temps de le ruminer pendant les 4 ans où il n'était pas au pouvoir et où on lui faisait un procès tous les quarts d'heure, de savoir à quel point l'élan qu'il a en ce moment peut se casser la figure. Donc, il sait qu'il n'a même pas 4 ans, il a en réalité 2 ans. Parce que dans 2 ans, il va y avoir les élections de mi-mandat. La totalité de la Chambre et un tiers du Sénat va être renouvelée, et un certain nombre de gouverneurs aussi, et il a 2 ans pour faire ce qu'il veut. Donc, il est parti sur les chapeaux de roue avec ces fameux executive orders, ces décrets qu'il a signés immédiatement, d'une manière complètement symbolique, mais en y pensant aussi, en disant on retourne tout ce qui a été fait jusque-là, parce que ça n'aide pas les États-Unis. Avant les parapheurs, la Bible. Il n'a pas posé la main sur la Bible en prêtant serment. C'est une image qui va rester. Quel sens donner à cela ? Aucun. Il est venu avec 2 Bibles. Une Bible qui est une Bible que sa mère lui a donnée quand il avait 9 ans, la Bible de Lincoln. Même s'il a pas mis... La Bible était là. Je veux dire que on a cherché pendant cette soirée, moi j'étais aussi en train de regarder les réactions en France, en plus des réactions aux États-Unis, et comme Trump rend les gens hystériques, et Elon Musk aussi, on vous a expliqué qu'il fallait voir des signes, les gens, enfin c'est pratiquement comme de l'archéologie égyptienne, aucun signe, je veux dire, il est venu avec des Bibles, il a prêté serment devant la Bible, c'est vraiment pas important, il faut pas s'arrêter à ça. Je m'arrête à une formule qu'il a utilisée, c'est le bon sens. C'est un mot important dans la bouche de Donald Trump, le bon sens. Oui, tout à fait. Il y a une espèce de sentiment que toute la régulation, tous les interdits, tout l'appareil idéologique dont il pense que nous entourons et nous sommes ligotés avec, est quelque chose qui est en dépit du bon sens. Et c'est pour ça que la notion de guerre culturelle qui horrifie beaucoup d'observateurs est importante. C'est quand on vous dit, ça c'est pas moi qui parle, c'est Trump, que un homme peut porter des enfants, que en réduisant le marché de l'automobile aux États-Unis, on va changer quelque chose au changement climatique, alors que ça représente relativement peu de choses par rapport aux 1000 centrales à charbon que la Chine est en train de construire, c'est quelque chose qui d'une part fait plaisir à ses auditeurs, qui en ont assez d'être coincés dans toutes sortes de réglementations
minuscules, pas très importantes, mais qui, mises bout à bout, mettent une série d'agacements dans des vies qui ne sont pas si faciles que ça, parce qu'il n'y a pas de loi sociale, enfin beaucoup moins de loi sociale aux États-Unis, il n'y a pas de système pour aider les gens, quand on tombe malade, ça vous ruine, enfin, il y a toutes sortes de choses qui font qu'il a, et il n'est pas le seul, il a reçu un écho de la part de tout un tas de gens aux États-Unis, de toutes les couleurs, de toutes les origines, qui considèrent que il y a des gens pour qui les différences de prix à la pompe, des voitures, etc., n'ont pas beaucoup d'importance, et que ces gens-là veulent leur dicter leur conduite. On a beaucoup entendu hier Anne-Elisabeth Moutet, on a beaucoup entendu hier Trump s'inscrire dans une sorte de rupture avec Biden. Alors tout le monde a en tête les gros plans sur Biden qui écoutait ça très sagement, tandis que Trump détricotait, en tout cas en parole, tout ce qu'il avait fait, et ensuite avec ses décrets du passé, démocrates faisant table rase, mais Trump n'est-il pas aussi en rupture avec les autres présidents républicains ? Alors, il l'a été, il l'est, mais j'étais à Washington il y a un mois à peu près pour voir les gens qui n'auraient pas le temps de me voir cette fois-ci, donc j'ai fait ça avant. Et d'abord, il est moins en rupture qu'il n'était quand il est arrivé, parce qu'il n'était même pas vécu comme un républicain en 2016. C'est quelqu'un qui avait... il est de New York, qui est un État démocrate, il a des hôtels et des casinos dans le New Jersey, qui est un État démocrate, il est donc absolument évident que les hommes politiques avec qui il parlait, c'était démocrate. Et il a donné de l'argent au Parti démocrate, il a même donné de l'argent à la campagne Clinton autrefois. Donc tout ça, c'est pas tellement ça. Et alors, pour eux, c'était un populiste, et pour deux, c'était un animal étrange qui n'appartenait pas à la tradition du Parti républicain. Mais le Parti républicain s'est complètement transformé. La chose la plus intéressante quand vous allez à Washington au moment de la préparation d'abord de cette élection et puis ensuite de la mise en œuvre d'un programme, c'est à quel point on n'est plus dans le Parti républicain des Bush, des dynasties assez aristocratiques de la côte Est avec des idées assez claires, comme la tradition néoconservatrice qui a été celle à partir de Reagan, on va dire, jusqu'à la fin de la présidence Bush. Et donc, ce Parti républicain s'est recomposé, d'une part avec le changement total de sociologie qui fait que le Parti républicain représentait déjà depuis un certain temps les pauvres, ce qui est nouveau, et maintenant, il représente aussi une bonne partie des minorités, qui considèrent qu'on les a entraînés dans des espèces de guerres idéologiques qui ne les intéressent pas, qui se sont parfaitement inscrits dans l'universalisme américain. C'était très important de savoir que tout le monde a évoqué Martin Luther King, puisque c'était Martin Luther King Day au moment de cette inauguration, et où les membres de toutes les couleurs de son équipe disent nous croyons à ce qu'a dit le docteur Luther King. Il a dit qu'il rêvait qu'un jour on jugerait ses enfants non pas sur la couleur de leur peau, mais sur leur capacité et ce qu'il y avait dans leur esprit. Sur le mérite, Donald Trump a utilisé le mot de mérite. Il veut une méritocratie, il est en train de parler comme un hussard noir de la République, un instituteur du début du siècle dernier. Vous êtes tous égaux et la limite, aucune limite doit arriver, si ce n'est la limite de vos propres compétences. Radical socialiste libéral, c'est un peu ça. On va utiliser des termes français. Alors, il y a quand même peut-être des choses qui culturellement nous ont échappé dans cette intronisation, dans cette cérémonie. Nous, les Français, on trouve que tout est spectaculaire. Et puis, chez les Américains, il y a des choses qui semblent naturelles. Est-ce que vous pourriez jouer au jeu des 7 différences et nous expliquer ce dont on ne doit pas faire une affaire, nous autres Français ? Alors je pense que commencer à essayer à expliquer que c'est l'arrivée des nazis au pouvoir, c'est une chose qui sidère et qui amuse en même temps les gens de la campagne de Trump qui se disent... Y compris avec le geste d'Elon Musk. Qu'est-ce que c'est que ce geste ? C'est un geste dingue. Alors Elon Musk, c'est un génie. C'est vraiment un génie. Le type qui invente la fusée qu'on peut réutiliser pour aller sur Mars, c'est un génie Asperger. C'est un génie qui est sur le spectre d'Asperger, effectivement. Il était en train d'envoyer des baisers aux gens. Alors, moi, je suivais simultanément les réactions de ça. C'est une drôle de façon d'envoyer des baisers. Mais il est dingue. Il est dingue, seulement il a aussi, je ne sais pas combien il a de QI, mais je veux dire que c'est vraiment un personnage particulier. Alors, l'idée que Musk allait faire ça, tout le monde va se précipiter là-dessus parce que, et ça sert Trump, ça sert les républicains. C'est regardez, vous voyez, en réalité, c'est un crypto-nazi. Et les braves gens qui ont voté pour Trump, et même les gens de l'équipe Trump, qui sont des Américains assez normaux avec des idées conservatrices,
accusez-nous, attaquez-nous sur des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, mais ne nous attaquez pas sur des espèces de trucs subliminaux dont vous êtes persuadés qu'ils se sont passés. Le même soir, enfin hier soir, il y avait une réunion à Paris, dans, je crois, les locaux du CNRS, pour les gens qui veulent quitter X parce que, l'ancien Twitter, parce que c'est épouvantable ce que Musk veut en faire. Il y avait Thierry Breton, commissaire européen jeté par Ursula von der Leyen. Tous ces gens-là étaient là pour nous expliquer. Jeté, il a démissionné, Thierry Breton. Oui, enfin, il a été poussé vers la sortie, soyons clairs. Il a pris les devants. Il a passé son temps à faire des choses et contacter directement des acteurs économiques du numérique sans en référer à la présidente de la commission. N'importe qui dans une entreprise ne supporterait pas ça. Et tous ces gens vous expliquaient à quel point on allait sortir de X, que c'était un bourbier terrifiant et qu'il fallait continuer à réglementer l'expression sur les réseaux sociaux, etc. Alors, je veux dire, moi, je me souviens quand Trump a été élu la première fois, et à l'époque, j'avais vécu à New York, je me rappelais de Trump avant, j'étais absolument horrifiée. Je suis beaucoup moins horrifiée maintenant, je pense que c'est un phénomène intéressant, mais qui appartient à une longue lignée américaine. Ça va de Barnum à Hollywood et de toutes sortes de choses, mais Trump, c'est un Américain reconnaissable, c'est pas du tout un ovni. Elon Musk, c'est plus un ovni. Mais là, la perception des Américains que le progrès, c'est possible, et là, c'est un peu biblique. Vous savez, dans la Bible, il y a la vie rayonnante sur la colline. C'est une imagerie dont se servait Ronald Reagan. Et Ronald Reagan, quand il est arrivé, en gros, on l'a pratiquement traité comme Trump, ce vieux cow-boy sur le retour. Alors que Ronald Reagan avait un discours économique parfaitement construit contre les impôts, pour le développement. La pensée correcte française, notamment, considérait Reagan comme un idiot à l'époque. Et Reagan, c'était quelqu'un qui n'hésitait pas, quand il était président, à prendre son téléphone, à téléphoner à Milton Friedman, l'économiste à l'université de Chicago, pour lui poser des questions sur ses programmes économiques. Je veux dire, c'était un intellectuel pas comme nous les voyons, et c'était même un intellectuel qui cachait ses intérêts intellectuels. Et je me souviens, j'avais interviewé il y a une vingtaine d'années toutes sortes de gens dans cette mouvance-là. Et Jeane Kirkpatrick, son ambassadrice aux Nations Unies, qui a vraiment changé l'attitude des États-Unis aux Nations Unies, et qui me disait, je lui disais, mais pourquoi est-ce que Reagan est perçu comme ça? Et elle me dit, mais vous savez, Reagan, c'est un homme de l'Illinois, c'est pas un intellectuel new-yorkais, et donc l'intellectuel new-yorkais, ça ressemble un petit peu à l'intellectuel français tout de même. Il n'est pas là pour montrer qu'il est intelligent, et au contraire, il faut le cacher, parce que les gens vont s'en méfier. Il dit ça discrètement, mais c'est quelqu'un qui passait son temps à lire. Et bon, je vais certainement pas dire ça de Trump, parce que ça n'est pas quelqu'un qui passe son temps à lire. Autour de lui, il y a des gens qui passent leur temps à lire. Une dernière question. Trump, aujourd'hui, a tous les pouvoirs, la Cour suprême, le Sénat, le Congrès. J'ajouterais aussi certains milliardaires de la Silicon Valley qui étaient alignés derrière lui, comme des ogives ou des armes de conquête massive. Il a la puissance spatiale. Mais vous me dites qu'il a 2 ans devant lui, pas beaucoup plus. Pas beaucoup plus. Pas beaucoup plus. Il y a, contrairement à ce que les gens ont l'air de dire, il y a des garde-fous. On parle de la Cour suprême. La Cour suprême rejette de temps en temps des choses que Trump veut. Et c'est pourtant une Cour suprême où il y a 6 juges sur 9 qui sont conservateurs. Et en plus, c'est aussi quelqu'un qui a de la chance. Il est comme les généraux de Napoléon. Napoléon disait, on lui demandait quelle est la meilleure qualité que vous cherchez chez vos généraux, et il disait qu'ils aient de la chance. Alors, c'est pareil pour Trump. Il a nommé 3 juges de la Cour suprême, c'est-à-dire que elle était équilibrée, elle est conservatrice. Mais elle va lui refuser des choses anticonstitutionnelle. L'Amérique, c'est un pays qui n'a pas de territoire séculaire, enfin 2 siècles et demi, c'est pas des kilos, c'est un pays qui n'a pas une seule langue, qui est un pays d'immigrants, et par conséquent, elle est tenue par le droit. Toucher au droit en Amérique, c'est quelque chose de très important, et c'est vraiment c'est le squelette du pays, et donc la Cour suprême arrêtera son pouvoir s'il délire. Anne-Elisabeth Moutet, je vous aurais écouté encore des heures, mais la radio est l'heure, c'est l'heure. Merci d'être venu éclairer le jour 1 de cette présidence de Donald Trump. Vous reviendrez à Radio Classique à suivre le rappel des titres et la revue de presse d'Augustin Lefebvre et nos esprits libres aujourd'hui. Christophe Barbier